Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui le samedi 19 avril 2025 et nous allons aborder aujourd'hui une thématique que nous jugeons extrêmement importante. Elle est relative aux grandes manœuvres du pouvoir du Congo-Brazzaville en vue de la conservation du pouvoir. C'est pour ça que nous voulons d'entrée de jeu rappeler que le président Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir en 1979, il y est resté jusqu'en 1992, c'est-à-dire près de 13 ans. Il y est revenu en octobre 1997 et il y est maintenant. Ça fait pratiquement près de 41 ans. Et aujourd'hui, on parle des élections en mars 2026 et visiblement des voix s'élèvent à travers tout le pays pour appeler à sa candidature. Ce qui signifie tout juste et de façon claire le refus de l'alternance démocratique au Congo. Avec le débat que nous avons eu, nous allons certainement y revenir tout à l'heure lorsqu'il s'était agi du changement de constitution, à savoir qu'il était le seul capable d'apporter la stabilité, la paix, voire même le développement. À l'époque, on avait même pensé qu'il était le seul qui pouvait amener le Congo à l'émergence en 2025. Mais aujourd'hui, nous sommes loin d'eux. C'est pour ça que nous allons commencer par rappeler que le Parti congolais du travail tient coûte que coûte à demeurer au pouvoir et à le conserver. Et nous tenons pour cela à faire un bref rappel en essayant de repartir de ce que nous avons connu au moment de la conférence nationale souveraine, lorsqu'on en est sorti avec des recommandations claires qui avaient permis l'adoption de la Constitution du 15 mars 1992, qui avait une caractéristique essentielle, c'est qu'elle avait retenu le principe de l'alternance démocratique, parce qu'elle avait prévu pour le président de la République un mandat de 5 ans, une fois rééligible. Ce qui veut dire qu'on était dans ce cadre et on a pensé qu'on pouvait y évoluer. Le président Lissouba, qui a gagné les élections en 1992, a essayé de gérer le pays jusqu'en 1997, mais dans des conditions extrêmement difficiles, où il était d'ailleurs assez régulièrement accusé de violation des lois et règlements de la République, de gestion catastrophique et calamiteuse et autres. Mais l'effet important de cette période, c'est pas ça, c'est la guerre dite du 5 juin 1997 qui a abouti à ce que le président Lissouba aille en exil et qui a permis le retour par les armes du président Denis Sassou Nguesso en octobre 1997. Ça ne s'invente pas, avenue de la Paix. C'est ici que les combats ont été les plus violents. Pas une heure sans entendre un ou plusieurs obus. Tout le centre-ville est livré aux bandes armées. Des desperados pour la plupart, inspirés par des films de série B sortis des studios américains. Ils s'appellent Cobra, Ninja ou Zulu. Là, nous sommes avec les Cobras, les miliciens de Denis Sassou Nguesso, autrefois général-président et dictateur. Les kalachnikovs et les lance-roquettes ont envahi les rues. Et lorsqu'on interroge ces miliciens, ils ne parlent que de guerre totale. Quant à moi, la guerre n'est pas encore finie. Pour l'instant, on doit garder les positions, tandis que le président Sassou relance ses projets pour en finir avec les Souvas. Ici, pas d'idéologie, pas de programme, un seul ennemi, le président Pascal Lissouba. Mais pour ces miliciens, le coup de feu est une fin en soi et la Kalachnikov un moyen de subsistance. Interdiction d'aller plus loin. Le sergent nous a averti qu'à 200 mètres, il tire sur tout ce qui bouge. La preuve, cet adolescent, 15 ou 16 ans à peine, a pris une balle. Il rentrait visiblement de l'école. Des cadavres, il y en a tout autour de nous. Des civils en grande majorité, fauchés par une rafale. Lui, c'est autre chose. Quoi ce cadavre là? Ce cadavre là passé lorsqu'on faisait le combat, après le combat, et si on replie, et derrière nous, il y a les gens, les pilleurs. Et nous ne voulons pas de pilleurs, parce qu'ils viennent pour saboter. Celui qui arrête le pilleur est
Et tous les pillards pris en flagrant délit sont exécutés, parfois les mains dans le dos. La mort pour l'exemple ne sert à rien, semble-t-il. Il y a 1 heure ou 2, un obus est tombé dans cette usine de congélation. Les pillards sont déjà à l'heure. Ils vont même s'arracher leur putain. Ça c'est le pillage, c'est quoi? Ça c'est pillage. Casser la maison de tous les cas, c'est casser la maison. Quoi? Ce jour-là, un nouveau cessez-le-feu était signé, le 3e en une semaine. Nous en profitons pour aller rencontrer l'ancien président, Denis Sassou Nguesso. Sa résidence est devenue un camp retranché. On nous interdit de filmer les pièces d'artillerie. On le fera, caméra cachée. Elles sont hors d'usage. Des blindés pris à l'ennemi sont également hors d'état de nuire. Seuls ces 2 ou 3 000 miliciens, ces cobras, entretiennent l'illusion d'une armée. Première question, et déjà on comprend que la trêve sera de courte durée. La question qu'on pose, c'est celle de savoir si les troupes du pouvoir vont continuer d'occuper le CHU et de tirer sur les quartiers populaires de Poto-Poto. Il faut bien qu'elles sortent de là. Le CHU, le centre hospitalier de Brazzaville, a reçu ce soir-là un obus. Il est tombé dans le bloc opératoire. Nous chercherons vainement la trace des soldats gouvernementaux. Dans les étages, il n'y a pas non plus de Zoulous, ces miliciens qui soutiennent la guerre du président Pascal Lissouba. En revanche, il y a bien des malades, des cadavres et des blessés. Des médecins aussi désarmés, désemparés devant cette folie meurtrière. On attend les autorités. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Est-ce qu'ils vont nous rassurer quelque chose de bien? Est-ce qu'on va continuer? Bon, pour moi, s'il n'y a pas d'assurance, je préfère aller à la recherche de ma famille. Est-ce que je vais les voir? Est-ce que je vais être surprise par une balle? Je ne sais pas. C'est difficile. Une balle perdue et une nouvelle victime. Ce n'est plus une guerre civile, c'est une guerre contre des civils. L'administrateur de l'hôpital n'en peut plus, mais il veut que l'on sache l'horreur de cette guerre. L'odeur devient insupportable. Par exemple, ça sont des civils qui ont reçu des balles perdues. Ils ne sont même pas au frigo. 400 ou 500 cadavres, un petit aperçu du bilan. Pilonnages aveugles. Profitant d'une accalmie, nous allons essayer de nous rendre dans l'un de ces quartiers populaires. Comme toujours, nous sommes escortés par la Légion étrangère. La conséquence immédiate en a été l'abrogation de la Constitution du 15 mars 1992 et l'adoption d'un acte fondamental avec une période de transition flexible prévue de 3 ans, mais qui finalement n'a duré 5. Et pendant cette période de transition, évidemment, on a adopté une nouvelle constitution, on a préparé des élections générales et une des caractéristiques de la constitution du 20 janvier 2002, c'était qu'elle avait choisi un régime présidentiel avec un mandat de 7 ans, une fois rééligible. Donc, encore une fois, cette fois-ci, la durée s'est allongée, mais on est dans un système démocratique avec l'alternance démocratique et le fait qu'après 2 mandats, le président devait pouvoir se retirer. Et visiblement, des choses semblaient bien se passer. Et on peut vous rappeler que dans son livre « Parler vrai pour l'Afrique », on a posé la question au président Denis Sassou Nguesso de savoir s'il était élu en juillet 2009, est-ce que ce serait son dernier mandat? Et il a répondu que ce serait le dernier mandat, parce que la Constitution stipule clairement que le président ne peut exercer plus de 2 mandats. Ça veut dire qu'on était bien dans un cadre de très bonne compréhension, de très bonne compréhension de ce qu'il fallait qu'on aille à l'alternance démocratique et qu'il fallait respecter. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme cela parce que à partir de 2014, le vent commençait à s'élever. Nous autres, nous avons pensé, nous l'avons dit haut et fort, à l'instrumentalisation de la population pour réclamer un 3e mandat, c'est-à-dire en fait la violation de l'article 185 de la Constitution du 20 janvier 2002 qui stipulait clairement
que la révision des mandats ne pouvait que le nombre de mandats ne pouvait pas faire l'objet de la révision, etc. Et on est rentré dans un débat. Et vous savez, c'est ce qui en est sorti. Beaucoup d'arguments ont été développés. Je vous en ai déjà énoncé quelques-uns. Et de ce fait, le pays est rentré pratiquement fracturé. Parce qu'il y a l'opposition qui s'était levée et qui avait pris corps et âme ou qui s'était mise debout pour défendre ce qu'elle considérait comme des changements anticonstitutionnels de constitution. Et malheureusement, on y est arrivé. Mais on y est arrivé avec un bilan extrêmement lourd. Que ce soit à Brazzaville, que ce soit à Pointe-Noire, il y a eu beaucoup de victimes, il y a eu beaucoup de dégâts. Et je pense qu'on n'en avait pas besoin. Au Congo, une coalition d'opposition annonce l'arrestation de 6 de ses cadres. La nouvelle intervient alors que de nouveaux affrontements ont opposé ce matin des groupes de jeunes aux forces de l'ordre à Brazzaville. La police est intervenue à coups de gaz lacrymogène. Ces tensions interviennent au lendemain de heurts meurtriers dans la capitale congolaise. Dernier bilan officiel, 4 morts au moins et une dizaine de blessés. La population manifeste contre le référendum de dimanche. Le scrutin devrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de changer la constitution et de briller un troisième mandat. François Hollande lui a adressé quelques mots tout à l'heure. Il a appelé le président congolais à rassembler, respecter et apaiser. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que dans la même période, je crois que ça se situe autour de novembre 2014, le président Denis Sassou Nguesso avait envoyé des émissaires chez l'ancien président du Conseil constitutionnel français, Jean-Louis Debré, pour essayer de voir comment on pouvait modifier la constitution congolaise pour lui permettre de se maintenir et de conserver le pouvoir. Donc le problème essentiel qui était posé, qui est toujours posé dans notre pays, c'est celui du maintien et de la conservation du pouvoir. Et je crois que c'est par rapport à ça que nous évoluons. Et Jean-Louis Debré révèle dans son livre ce que je ne pouvais pas dire qu'il a publié, il révèle clairement que lorsqu'il a consulté la constitution congolaise, sa réponse était claire. Cela n'est pas possible si on veut respecter la loi. Et toute autre solution est exclue. Ça veut dire que si nous avons fini par changer de constitution, c'est parce que nous n'avons pas respecté les lois et règlements de la République. Et c'est véritablement dommage. Mais finalement, le changement s'est fait avec un argumentaire, sinon une motivation, qui était basée sur le fait qu'on changeait de constitution pour faire évoluer les institutions. Mais le constat fait aujourd'hui, c'est qu'au lieu de faire évoluer les institutions, on a plutôt constaté que c'est la violation permanente et flagrante des lois et règlements de la République et de la Constitution dans l'impunité totale. Et cela, nous tenons toujours à relever. Mais nous allons ajouter un autre fait également, c'est que tout ce qui s'est fait, puisque ce débat a eu lieu, même au niveau de l'Union africaine, tout ce qui s'est fait, c'est finalement fait en violation de l'acte constitutif de l'Union africaine et en violation de la charte africaine, de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Et ce débat va comme être clos en ce qui nous concerne avec la déclaration que le président Mamadi Doumbouya de la Guinée a faite lors de la 78e Assemblée générale des Nations unies, lorsqu'il a déclaré clairement que le putschiste, ce n'est pas seulement celui qui prend l'arme pour déposer un régime, et que les putschistes les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, sont ceux qui tripatouillent les constitutions pour demeurer éternellement au pouvoir, et c'est véritablement le cas du Congo. Dans ce cadre, Monsieur le Président, nous pensons que les fondamentaux qui ont sous-tendu à la création de notre organisation doivent s'adapter aux mutations profondes de notre société. L'objectif du thème de la présente session, paix, prospérité, progrès, durabilité, est d'actualité. Évocateur et mérite une attention particulière de notre part.
épidémie de coups d'État en Afrique. Après celle de la Covid-19, le continent est frappé par celle des putsch militaires, notamment dans les pays francophones du sud du Sahara. C'est tout le monde qui les condamne, qui les sanctionne, qui s'émeut de la réapparition brusque de cette pratique que l'on croyait révolue, à juste titre. Mais j'ai envie de dire que la communauté internationale doit avoir l'honnêteté et la correction de ne pas se contenter de dénoncer les seules conséquences, mais de s'intéresser et de traiter les causes. Les coups d'État, s'ils se sont multipliés ces dernières années en Afrique, c'est bien parce qu'il y a des raisons très profondes. Et pour traiter le mal, mesdames et messieurs, il faut s'intéresser aux causes racines. Le putschiste n'est pas seulement celui qui prend les armes, qui renverse un régime. Je souhaite que l'on retienne que les vrais putschistes, les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. C'est ceux en col blanc qui modifient les règles du jeu pendant la partie pour conserver les rênes du pouvoir. Voilà les putschistes les plus nombreux. Et dans le cas du Congo, justement, 41 ans après au pouvoir, le président Sassou, semble-t-il, mène toutes les démarches nécessaires pour se maintenir au pouvoir, et des voix s'élèvent un peu de partout pour réclamer que le président Denis Sassou Nguesso fasse acte de candidature aux élections de 2026. C'est pour ça que, après avoir fait cet exposé liminaire s'agissant du changement de constitution, nous allons essayer de voir quelles sont les manœuvres qui ont commencé à être mises en œuvre justement pour qu'on essaie d'arriver, parce que je crois que ce n'est pas fini. Il y en a encore beaucoup qui vont certainement se poursuivre. Mais pour l'essentiel, nous allons essayer d'énoncer les manœuvres que vous connaissez déjà. Il y a déjà cette grande manœuvre qui a été célébrée le 5 février 2025, à savoir l'hommage au timonier, en référence, semble-t-il, à l'homme du 5 février 1979. Nous n'allons pas rentrer dans trop de commentaires à ce niveau, mais nous allons quand même faire un certain nombre de rappels. Le premier rappel que nous allons faire, c'est que la période forte, justement, qui caractérise ce mouvement du 5 février, c'est une déclaration qui a été faite selon laquelle vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain. Ça a été fait dans les années 79, en 1979, en 1980. Donc aujourd'hui, on peut constater le nombre d'années qui est passé. Et malheureusement, on constate que le Congolais ne vit pas mieux. Au contraire, il s'enfonce tous les jours davantage dans la misère et dans la souffrance. Il y a un autre slogan qui avait été évoqué à l'époque, parce qu'il faut que nous ayons tout ça à l'esprit, c'est de dire que lorsque l'on gaspille, lorsque on souffre ici, lorsqu'on serre la ceinture ici, il ne faut pas qu'il y ait gaspillage là. Et ça fait référence à quoi? Et ça fait référence au problème de la juste répartition, sinon de la répartition équitable de la richesse nationale, ce qui n'est pas le cas, puisque dans le cas du Congo, il y a une petite minorité qui s'accapare de l'essentiel de la richesse nationale. La majorité de la population vit dans une misère et une pauvreté pratiquement intolérable et inacceptable. Mais il y a d'autres aspects.
Lorsqu'on a fait le plan quinquennal 82-86, il y a un slogan, un objectif qui avait été retenu, mettre en place un puissant secteur hors pétrole. Il s'agissait, lors du plan 82-86, de la diversification de l'économie. On peut se rendre compte que plus de 40 ans après, cet objectif n'est toujours pas atteint. Mais il y en a un autre qui est plus préoccupant. Autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. Nous sommes pratiquement en 2025. Et si à l'époque, on importait près de 100 à 120 milliards de produits alimentaires, aujourd'hui, on en importe autour de 700 milliards, ce qui veut dire que c'est un échec frappant et cinglant, etc. Mais là, pour terminer sur ce créneau du timonier, santé pour tous. Et où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, les Congolais peuvent se rendre compte de l'état de dégradation dans lequel se trouve le système sanitaire congolais. Donc, voilà pour ce qui est de la première manœuvre. La seconde manœuvre, qui semble-t-il est basée sur une plus grande mobilisation, c'est celle qui est relative au patriarche, en fait, pour donner l'impression médiatique, communicationnelle, que tous les Congolais sont rangés derrière le candidat ou le potentiel candidat Denis Sassou Nguesso. C'est d'ailleurs ce à quoi on pense lorsque le Premier ministre parle de l'homme providentiel, c'est à quoi l'on pense lorsque l'honorable président de l'Assemblée parle du candidat de la raison, de la lumière, sinon de la paix, etc. En fait, on essaie de créer un effet de masse pour faire apparaître, mais cela est malheureusement, comme je dis, pas le bilan. Nous n'allons pas rentrer dans les détails parce qu'il y aura un moment où tout cela sera fait. Nous allons nous résumer à ce que le président Denis Sassou Nguesso a déclaré lui-même en mars 2024, à savoir que le ver est dans le fruit. Il est effectivement dans le fruit. Il nous faut le détruire, pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs de la vie. Et on se rend compte aujourd'hui que le ver n'a pas toujours pu être détruit. Et c'est véritablement dommage. Mais c'est des aspects qu'il faut regarder et qu'il faut suivre sérieusement. L'autre aspect que nous allons suivre, mais qui n'a pas abouti, c'est le vivre ensemble. Et nous avons compris que dans le cadre de cette stratégie, il y avait du ton, il y avait la réunion comme quoi on devait aller à un dialogue, un conseil national du dialogue, on devait aller à des actions s'agissant de vivre ensemble pour essayer d'harmoniser un certain nombre de choses. En fait, la situation se complique pour le président Denis Sassou Nguesso tout simplement parce qu'on se rend compte qu'il n'est pas en harmonie avec la Constitution, il n'est pas en harmonie avec les serments qu'il a prêtés. Et au milieu, je crois qu'il faut essayer de chercher des artifices pour essayer de justifier ça, tant du point de vue de l'opinion nationale que du point de vue de l'opinion internationale. Et ce n'est pas toujours assez facile. Alors, nous avons l'aspect qui vient après, c'est le respect des lois et règlements de la République. Bon, nous l'évoquons. On est assez souvent revenu là-dessus. Nous allons juste dire que les constitutions, que ce soit celle de 2002, que ce soit celle de 2015, elles sont violées dans l'impunité totale. Et nous arrivons même à nous poser la question, où sont les contre-pouvoirs qui devraient être constitués principalement par le Sénat, par l'Assemblée nationale? On a même des problèmes d'interprétation des textes. Et il est surprenant que ceux qui votent les textes aient des difficultés non seulement à les interpréter, mais à les respecter. Et ça, c'est une autre paire de manches. Assez souvent, vous voyez par exemple le débat qui a cours dans le pays sur le texte portant statut de l'opposition politique congolaise, qui est clair, mais qui dans le fond donne lieu à beaucoup d'interprétations, qui pourraient faire penser à l'époque du président Pascal Lissouba, aux interprétations qui ont été données à l'article 75 de la Constitution, mais c'est regrettable et le constat, il est fait, il est malheureusement là et il faut essayer de poursuivre les choses. Maintenant, au-delà de ça, nous avons senti à travers la situation des préfets comme une espèce de précipitation parce que nous n'avons pas compris d'abord le problème de la nomination des préfets qui a immédiatement été suivi par la convocation de la conférence des préfets élargie au président des conseils départementaux et municipaux avant que les préfets n'aient été officiellement installés.
Ce qui veut dire qu'il y avait comme de la précipitation. On se demandait qu'est-ce qui se passait. Mais quand on regarde les nominations des préfets, on est surpris de constater que tous nos cadres qui ont été formés à l'ENAM, l'École nationale d'administration de la magistrature, ne sont nullement impliqués dans ces nominations. Ces nominations concernent beaucoup plus les militants du Parti congolais du travail, les militants des partis de la majorité présidentielle. Et j'ai essayé de jeter un coup d'œil plus en profondeur là-dessus. J'ai découvert qu'il y avait au moins 4 ou 5 parmi eux qui sont les membres du comité central du Parti congolais du travail et qui en plus ont pris part au congrès du Parti congolais du travail de décembre 2019, congrès au cours duquel tous les congressistes ont décidé unanimement de reconduire Denis Sassou Nguesso comme président du Parti congolais du travail. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de violer la Constitution. Mais que peut-on attendre de ce genre de préfets s'ils ont déjà fait le choix de violer la loi fondamentale, s'ils ont donné la preuve qu'ils étaient des militants, et en plus, le préfet le ministre de l'Intérieur leur a donné des directives très claires. Leur présence se justifie par le fait qu'il faut, au cours de l'année 2025, réaliser toutes les opérations préélectorales et électorales avant l'élection de l'année de mars 2026, ce qui nous donne une preuve de plus que la commission électorale n'est véritablement pas indépendante et que le combat que nous avons mené depuis de nombreuses années n'a pas encore abouti. Mais ce qu'on a constaté par ailleurs, c'est que c'est après cette conférence, des préfets élargis au président des conseils départementaux et municipaux, que les passations de services sont dues. On s'est dit, mais alors, pourquoi il y avait besoin de précipitation? Quel est le problème qui se posait réellement? Mais on se rend compte, en réalité, il y a un agenda. L'agenda, c'est tout mettre en œuvre pour que le problème de la conservation, sinon du maintien au pouvoir, puisse être réglé et qu'on puisse aller là. Mais ce qu'on doit pouvoir ajouter, s'agissant de cette situation des préfets, mais ce n'est pas le seul cas, mais c'est bon de le relever. Ils n'ont pas procédé à la déclaration de leur patrimoine. Donc, une nouvelle fois, on constate que c'est une violation des lois et règlements de la République, de sorte qu'on se rend compte que l'élection de 2026 se prépare dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Et j'ose espérer que les Congolais en tiendront compte et qu'on va pouvoir avancer et essayer d'aller là. Maintenant, au-delà de ça, on a vu à travers les réseaux sociaux une circulaire que le ministre de l'Intérieur a sortie relative au problème de révision des listes électorales. Et ça nous a surpris. Ça nous a surpris pourquoi? Ça nous a surpris parce que lors de la concertation des votes en 2011, il avait été retenu, sinon recommandé au gouvernement, l'élaboration d'un timing précis des opérations préélectorales et électorales afin d'éviter la précipitation. Aujourd'hui, le timing n'a jamais été présenté. Il n'est pas connu, même si en mars 2024, le ministre de l'Intérieur avait convoqué à une réunion des groupements politiques pour annoncer qu'on s'apprêtait à aller à une concertation nationale. Et cette concertation n'a jamais eu lieu. La refonte de la loi électorale qui était prévue, on n'en entend plus parler et on est là, on est bloqué, on est là. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, s'agissant de la démarche amorcée par le ministère de l'Intérieur, c'est que au niveau de Dolisie, en 2013, il a été clairement dit que la méthodologie proposée par l'administration, qui consiste à déterminer le corps électoral par la révision des listes électorales, ne permet pas la bonne mise à jour du fichier électoral. Et on continue. La tenue d'une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée, ainsi que la préservation de la paix, dépendent de la maîtrise du corps électoral.
Mais, monsieur le ministre de l'Intérieur, pendant longtemps, et même à Dolisie, vous avez retenu de mettre en place l'établissement des cartes biométriques avec photo pour résoudre ce problème. C'est en 2013 et nous sommes en 2025. Cela n'est pas fait. Plus rien n'est dit. On n'explique rien aux Congolais. Où en est-on avec les cartes biométriques? Visiblement, cette opération a encore échoué. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura ni maîtrise du corps électoral, ni fiabilité des listes électorales. Alors, comment va-t-on à cette élection? D'aucuns ont eu le courage de temps en temps de parler de l'organisation de recensement administratif spécial. Mais dans le cas précis, nous sommes pratiquement à moins de 12 mois de la tenue de l'élection présidentielle. Comment justifier cela? Et qu'est-ce qu'il va advenir? Et je crois que c'est là un problème fondamental. Maintenant, ce qu'on a découvert, c'est que l'administration est en train de manœuvrer, de mettre tout en œuvre. Nous avons d'ailleurs découvert à travers les réseaux sociaux une invitation faite par, soi-disant, le chef de file de l'opposition congolaise, invitant certains partis, semble-t-il, déclarés conformes par rapport au ministère de l'Intérieur, mais encore qu'on n'a pas encore vu la liste des partis conformes pour l'année 2025. On aimerait bien la voir parce que les premières listes sont véritablement contestables et elles ne reflètent pas la réalité. Évidemment, ça a donné lieu à un certain nombre de débats. En fait, ce qu'on a compris, c'est quoi? On apprend qu'il y a une concertation nationale qui se prépare, il y a un certain nombre de choses. On ne parle pas du tout du Conseil national de dialogue, on ne parle pas du tout de dialogue, et pourtant, il y a beaucoup de problèmes qui sont rencontrés sur ces problèmes de gouvernance électorale, qui mériteraient que l'on avance, mais qu'on avance de façon consensuelle, pas avec des manœuvres qui sont organisées pour essayer d'aller et d'en imposer. Maintenant, avant de clore cette partie, nous allons aborder le problème de la campagne anticipée. La campagne elle est déjà anticipée. Les voix s'élèvent de partout pour réclamer que le président de la République, qui est en même temps président du Parti congolais du travail, déclare sa candidature, tout en sachant, pour ceux qui le réclament, que le président du Parti congolais du travail ne peut pas être, que le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Et la question fondamentale, essentielle, que l'on peut se poser, est-ce que le président du Parti congolais du travail peut préparer des élections libres, démocratiques, transparentes, crédibles et apaisées? La réponse que nous donnons est non. Et cette question nous préoccupe, d'autant que nous aimons toujours et nous prenons plaisir à rappeler qu'en 1992, au cours d'un meeting, le président de la République a lui-même déclaré, à l'époque il était opposant, il avait déclaré que j'insiste pour dire que jamais je n'accepterai que la Constitution soit violée. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Mais le président de la République se retrouve lui-même dans cette situation, puisqu'il est au centre, puisqu'il est président du Parti congolais du travail, c'est-à-dire en situation de violation flagrante de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution, qui dit clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. La conclusion que nous en tirons est quoi? Mais c'est vrai que lorsqu'on prend l'indice de démocratie, on relève clairement que le Congo est un pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. Mais ce qui se passe aujourd'hui avec l'irrespect des lois et règlements de la République nous amène à dire que non seulement
Le Congo est une dictature, mais c'est une république bananière. C'est quoi un dictateur? C'est un homme politique qui détient seul tous les pouvoirs dans son pays. Souvent, le dictateur a pris le pouvoir par la force, ou par des élections truquées, qu'il était sûr de gagner. Le dictateur est donc un dirigeant que le peuple n'a pas choisi librement. Sa présence à la tête d'un pays signifie qu'on est en dictature, et pas en démocratie. Comment des dictateurs peuvent-ils encore détenir le pouvoir? Primo, par leur volonté de le garder. Comme Jules César, dans la Rome antique. Le dictateur avait pour mission de régler une crise en 6 mois. Quand Jules César fut nommé, il s'octroya un mandat de 10 ans, puis de dictateur à vie. Deuxièmement, par la peur qu'ils font régner. C'est très efficace, mais parfois, ça ne suffit pas à les protéger. Au printemps 2011, les manifestants tunisiens et égyptiens, au péril de leur vie, ont réussi à chasser les dictateurs de leur pays. Ces histoires aident à voir ce qu'est un dictateur. Une personne qui chérit le pouvoir au point de le voler, puis de ne plus vouloir le céder. C'est pourquoi il n'y a pas de bons dictateurs. Même si certains dictateurs disent pourtant agir dans l'intérêt du peuple, selon des convictions religieuses ou politiques. En réalité, ils se servent d'idées extrémistes comme prétexte pour réduire les libertés, dont celle de les critiquer. Dans le film Le Dictateur, Chaplin décrit les comportements ridicules des dictateurs Hitler et Mussolini. Il dit la nécessité de s'en moquer pour les dénoncer et le bonheur de vivre dans une démocratie. Dans ce cas, comment avancer et comment aller à l'élection de façon sereine, de façon calme, tout en préservant la paix? C'est là le véritable dilemme. Et je conclus en disant qu'il est triste au moment où il y a cette activation sur les manœuvres qui se mènent pour essayer de tout mettre en œuvre pour conserver et maintenir le pouvoir, de constater que le président de la République a violé le serment qu'il a prêté conformément à l'article 77 de la Constitution. D'une part, de respecter et de faire respecter la Constitution. D'autre part, de garantir la paix et la justice accusée. C'est extrêmement grave. Maintenant, je passe à l'autre partie. La question qu'on se pose. Pourquoi il y a tant d'engouement alors que le bilan du président Sassou est véritablement préoccupant? Je dirais même qu'il est négatif, qu'il est catastrophique, qu'il est chaotique. À l'époque, le PCT parlant du président Lissouba, parlant d'une gestion calamiteuse et catastrophique, mais c'est bien l'expression qui correspond maintenant et qu'il faut essayer d'avoir. Maintenant, le bilan, j'entends dire que le bilan sera fait, mais nous allons essayer de le ramasser en quelques aspects sur lesquels nous allons essayer de revenir. Le premier aspect sur lequel nous avons déjà attiré l'attention, c'est l'irrespect total des lois et règlements de la République. Les violations dans l'impunité totale des lois et règlements de la République par les gouvernants, de sorte que, comme nous l'avons dit plus haut, et la Constitution de 2002, plus précisément du 20 janvier 2002, et la Constitution du 25 octobre 2015 sont violées, y compris par le premier magistrat. Alors, ça nous pose un certain nombre de problèmes et ça nous interroge. Mais c'est le Congo. Nous allons voir comment tout cela va se dérouler et comment tout cela va être poursuivi. Le deuxième aspect que nous allons aborder, sur lequel nous revenons assez souvent en termes de bilan, parce que c'est une question à laquelle nous tenons beaucoup, c'est le refus des gouvernants congolais d'annuler purement et simplement les accords qui ont été signés avec le Rwanda. Cette question, nous y sommes assez souvent revenus. Nous l'avons évoquée régulièrement. Et nous n'avons cessé de dire que les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, ont clamé haut et fort non à la vente de nos terres aux Rwandais, non à la cession de nos terres, sous quelque forme que ce soit, oui à l'annulation pure et simple. Les gouvernants se sont assis. Bien que le Premier ministre, lui a déclaré à une occasion au niveau du Sénat, en disant, vous êtes les représentants du peuple. Si vous ne nous dites pas question, le gouvernement prend date et on poursuivra. Mais curieusement, sur cette question, on constate là aussi. Mais nous considérons cela comme un point du bilan du président Denis Sassou Nguesso, parce que pour nous, la terre, c'est quelque chose de véritablement sacré. On ne peut pas se permettre, parce qu'après avoir sacrifié les générations futures avec la dette, on ne peut pas se permettre de les sacrifier avec le problème
de la terre. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision. Nous sommes le 30 mars dernier. Un reportage de la télévision rwandaise crée une panique au Congo. Le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitée. Les journalistes racontent comment les Rwandais vont prendre possession et exploiter des terres au Congo pour leurs activités agricoles. Deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Des terres offertes au Rwanda, l'affaire fait grand bruit, inquiète fortement les populations, notamment celles des départements cités, Poul, Bwenza, Kwilu, Nyari. Tout démarre d'un rapprochement entre Congo et Rwanda avec ces rencontres entre les présidents Sassou et Kagame en 2022. Des accords cadres sont signés, tels que celui-ci. Il prévoit la possibilité de réaliser des contrats entre les deux pays. Celui-ci a été signé entre les deux ministres de la coopération internationale. L'exploitation de terres serait donc le premier cas concret. Scandale sur place, les agriculteurs locaux ne veulent pas céder leurs parcelles au Rwanda. Nous sommes pas satisfaits. Si cette compagnie qui a envie de venir, c'est une compagnie rwandaise, pourquoi? Si c'est une compagnie rwandaise, on ne peut pas accepter. Maintenant, d'autres aspects. Et nous y sommes assez souvent revenus. C'est le silence observé par les gouvernements sur ce que l'on peut appeler le complot international contre le Congo, qui semble-t-il devait se traduire par l'assassinat du chef de l'État. Et nous sommes surpris que lorsqu'on évoque un problème comme celui-là, que les gouvernants soient sereins, qu'ils soient silencieux, qu'ils ne l'évoquent pas, alors qu'il y a eu d'autres cas. Je ne parlerai pas. Je vous demande de jeter un clin d'œil sur le cas de Jean-Marie Michel Moukoko. Je vous demande de jeter un clin d'œil sur d'autres affaires. Mais curieusement là, c'est le silence total. Et on se demande comment un gouvernement, comment des gouvernants qui passent leur temps à parler de la paix, à se vanter, soi-disant que les pays en paix peuvent être silencieux lorsque un problème de conflit international Sokoko Holding aligne une série de services à vous offrir une fois de passage à Luanda en Angola. Bonjour, président Laurent Sokoko, comment vas-tu? Bon week-end. Oui, ça va, et vous? Ça va bien, merci. Alors, on peut continuer notre entretien de la dernière fois parce que on a dit qu'on devait faire en plusieurs parties. Alors, Ok, merci beaucoup, maître. Oui. Bon, comme d'habitude, quand on commence l'émission, on fait une petite introduction à 3 langues. C'est ça. En portugais, en français et puis à lingala. Très bien. Je conseille les gens de nous suivre vraiment attentivement dans l'émission d'aujourd'hui parce que il y a des choses vraiment très sérieuses. On doit parler à ce qui concerne le Congo-Brazzaville. Je commence d'abord introduction et puis en portugais, en français, à lingala. Donc, dans mon opinion, moi je pense que 2 présidents de l'Angola, Jean Lorenzo et RDC, président Tshisekedi, se rencontrent pour la sécurité des régions parce que l'arrivée des troupes rwandaises au Congo-Brazzaville, c'est très dangereux pour l'Angola et la RDC. Exact. Na bosengi na makanisi na ngai ba président wana mibale ya Angola Jean Lorenzo ya Congo démocratique président Tshisekedi bakutana pona sécurité ya région na bolamu ya bana ya Angola na bana ya RDC pona arrivée ya ba troupe rwandais oyo bakuya baye na Congo Brazzaville ezali mbulu pona ba pays na biso wana mibale. Moi quand je parlais d'Edi Christet, le fils du président Sassou Nguesso,
quand il voulait faire le coup d'État à son père. Mais aujourd'hui, on doit démontrer quand même quelques preuves pour que les gens sachent que les choses que nous avons en train de mobiliser le peuple, c'est sérieux. Le monsieur Denis Christophe Sassou Nguesso, ministre de coopération internationale du Congo-Brazzaville, pour rencontrer le président Dos Santos, pour faire une alliance, pour demander l'aide, pour faire coup d'état militaire au Congo-Brazzaville, pour renverser son père, Denis Sassou Nguesso. Et c'est extrêmement grave, et je crois que nous allons y revenir. Maintenant, l'autre problème auquel nous tenons à insister en termes de bilan, mais qui peut être globalisé, nous devons le prendre d'abord de façon séparée, c'est le scandale financier des bourses. C'est le président de la République qui, lors de son message sur l'état de la nation de l'année 2024, a annoncé qu'au lieu des 3 milliards, de 3 milliards qu'il fallait pour payer les bourses, les services en exigeaient 9. Et il s'est demandé si les différentiels de 6 milliards constatés se dissipaient chaque année sans jamais laisser de traces. Face aux deux chambres du Parlement réunies en congrès le 28 novembre à l'occasion de la fête de la proclamation de la République, le chef de l'État du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, a mis en lumière un détournement de fonds de 6 milliards de francs CFA chaque année, un pactole destiné à payer la bourse des étudiants. Le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an, au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces? Nyanya soki ezalaka te mokonzi te bango moko na moko na moko nakoki kotelemisa boye nalobi yo ozalaka boye osalaka boye oyibaka awa. Et les voix se sont levées au Congo pour dire que ça, c'est un nouveau scandale économique et financier de trop. Il faut que les responsables de cette situation soient traduits devant la justice, soient traduits devant les tribunaux. Et les voix se sont élevées. Dieu merci, nous avons eu la réaction de la société civile. Malheureusement, nous avons découvert que cette société civile a rencontré beaucoup de difficultés. C'est heurté à beaucoup d'obstacles au niveau de la justice pour déposer la plainte. Il semblerait qu'au niveau de la doyenne des juges d'instruction, il a été plutôt recommandé que la plainte soit déposée au niveau du parquet. Mais devant toutes ces difficultés, la société civile a eu recours à un huissier qui lui aussi est parti pour constater les difficultés qu'il y avait à ce que cette plainte puisse être acceptée. Et nous nous posons la question. Nous nous posons la question d'autant plus que lors de son voyage à Paris en juin 2023, si vous vous souvenez, le Premier ministre, lorsque cette question a été abordée, avait tenu à relever avec force qu'il était sûr qu'au Congo, il n'y avait aucune plainte et que ces affaires font l'objet de discours certainement excellents. Alors, comme le disait Trésor Nzila, selon lui, la mauvaise gouvernance serait la principale cause des problèmes économiques et sociaux du Congo, notamment la gestion des ressources pétrolières. Dans une enquête publiée au mois de janvier, le quotidien français Libération avait parlé d'un système de pillage organisé. Je vous propose de regarder un résumé commenté par Laure de Matos et on en reparle. Au cœur de cette enquête du quotidien français Libération, un homme, Lucien Ebata, et Orion Oil, la société de négoce pétrolier qu'il dirige.
Orion Oil est un partenaire privilégié de la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo, dont elle revendrait aujourd'hui environ 10 millions de barils par an. Les douanes françaises enquêtent sur Lucien Ebata et ses activités depuis 2012. Et selon elle, Orion Oil ne serait rien d'autre qu'une société écran chargée de prélever des revenus sur le commerce du pétrole congolais et de les redistribuer, notamment aux membres du clan du président Sassou Nguesso. Selon le dossier d'enquête des douanes françaises, largement cité par Libération, Orion Oil serait au cœur d'un système d'évasion de capitaux au moyen de porteurs de valises et d'une structure financière hautement complexe. Une réaction sur cette affaire. Que voulez-vous que je dise, madame, sur l'affaire de Fontenelle qui nous décrit un enfant né avec une dent en or? Connaissez-vous cette histoire? Voilà. Quelqu'un dit qu'il y a un enfant qui est né avec une dent en or et les savants, les chercheurs se mettent chaque mois, chaque année à publier des documents, des ouvrages, des articles sur l'origine mythique ou même mystique de cet enfant pour se poser la question a posteriori. Le gouvernement du Congo a parlé de diffamation, donc c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Je n'ai pas besoin de dire que c'est de la diffamation, non. Je vous parle. Mais par contre, il y a quelque chose qui me préoccupe. Il y a toujours quelque chose qui m'interpelle. Depuis longtemps qu'on nous parle de telles affaires, nous n'avons jamais vu une action judiciaire être commise au Congo pour enquêter les situations dans le territoire sur lequel ces problèmes se passent avant de produire un rapport. Mais comment expliquer alors que lorsqu'il y a des plaintes, que ces plaintes ne soient pas acceptées, qu'elles ne soient pas reçues? Qu'est-ce que cela signifie-t-il? Est-ce que cela veut-il dire que la justice n'est pas indépendante au Congo? Alors, même si les gens le clament, mais il faut le dire. Mais où allons-nous si sur ce genre de problème? Et ces cas sont extrêmement nombreux. Je ne reviendrai pas sur la liste, mais les Congolais connaissent la liste et les problèmes sont très nombreux. On ne peut pas se permettre de tolérer une telle situation. Et c'est une situation que nous dénonçons, c'est une situation que nous condamnons. Et nous osons espérer que les choses vont rentrer dans l'ordre, parce qu'on ne peut pas vivre des faits avec une telle flagrance pour que ça puisse être resté silencieux et que l'on puisse regarder de façon passive alors que les gens sont dans des situations extrêmement préoccupantes. Maintenant, l'autre aspect que je vais aborder, c'est la misère et la souffrance des Congolais, qui est liée à cet aspect de l'incapacité, sinon de l'impuissance des gouvernants, à mener les démarches nécessaires pour récupérer l'argent qui a été dilapidé du trésor public. Vraiment, c'est chiant vraiment ici à Bakongo. Pour avoir de l'eau, c'est des sérieux problèmes. Là, je reviens à la glacière pour ramener de l'eau ici à la maison. Brazzaville est en proie depuis plusieurs mois à une pénurie d'eau sans précédent qui contraint les populations à parcourir des longs kilomètres à la recherche de cette ressource vitale. Dans certains quartiers, les habitants font recours à l'eau des forages. Je n'ai plus de l'eau jusqu'à aujourd'hui. Ça peut... Là, vous m'avez vu et mon fils aller chercher de l'eau au forage. Là, on achète un bidon à 50 francs. Le Congo est traversé par le deuxième fleuve le plus puissant au monde. Nous avons aussi l'océan Atlantique au niveau de Pointe-Noire. On ne comprend pas, ce n'est pas le Congo normalement qui devait peiner pour avoir l'eau dans les robinets. Mais on est obligé de nous approvisionner dans les forages et le forage, ça nous coûte beaucoup d'argent. Pour s'approvisionner en eau, les habitants des quartiers proches du fleuve Congo, en compagnie de leurs enfants, sont obligés de se ravitailler ou faire leurs travaux ménagers dans les eaux de ce fleuve, avec tous les risques que cela comporte. Venir se laver les vaisselles, les lessives, tout, et se laver au fait, on puise de l'eau et puis on rentre chez nous. Il y a le risque, mais on ne peut rien faire parce que l'eau ne coule pas à la maison. Si on reste à la maison, on va se laver. Pour clarifier l'opinion publique au sujet de la pénurie d'eau potable, l'équipe de Vox TV a été butée au refus de la Congolaise des eaux à répondre à leurs préoccupations, tant à la direction générale de cette société para-étatique, ainsi qu'à la direction départementale. Les Congolais souffrent. Aujourd'hui, les retraités qui ont déjà cumulé 41 mois d'arriérés de pension, ils n'ont pas de pension du mois de mars. Mais ils ne sont pas les seuls. La situation est connue par les étudiants. La situation est connue par les travailleurs de plusieurs structures. Regardez Brazzaville quand il pleut.
Bota bakarte boduka okutela boye. Bota quartier. Quartier boye. Baningami. Vous êtes lembi. Population. Papa, regardez l'état des routes, regardez l'assainissement, regardez le problème de l'eau, regardez le problème du courant. À Brazzaville, ce n'est pas la première fois que le courant ne passe pas. Mais ces derniers jours, les coupures d'électricité se multiplient. Ce qui nuit gravement à l'activité d'Armel, par exemple. Ce jeune entrepreneur propose des services informatiques, d'impression et de photocopie. On a l'électricité parfois le matin, parfois jusqu'à 12h, 13h, il y a coupure et jusqu'au soir, souvent, vraiment ça nous pénalise. Surtout que on n'a pas prévu d'avoir un groupe électrogène. Pour l'instant, comme il n'y a pas assez de moyens, mais vraiment, c'est pas bon pour les affaires. Et tout ça, quand on vit tout ça, on se pose la question. Mais on se l'est déjà posé. Où va l'argent du Congo? Où va l'argent du pétrole? Où va l'argent des forêts? Où va l'argent des mines? Et comment les gouvernants peuvent rester silencieux? Comment peuvent-ils ne même pas envisager la réduction du train de vie de l'État en termes de réduction des effectifs des membres des institutions, en termes de réduction des conditions de rémunération? Et ce n'est pas par jalousie, nous revenons assez souvent là-dessus. Est-ce qu'il est normal que dans un pays comme celui-ci, dans la situation actuelle, où on apprend que dans certains lycées d'excellence, les travailleurs ne sont pas payés, ils cumulent parfois 10, sinon 12 mois d'arriérés de salaire. Est-ce qu'on peut continuer à tolérer qu'un ministre d'État gagne 15 milliards avec 2 millions d'indemnités de logement? Qu'un ministre simple gagne 11 milliards avec 1 500 000 d'indemnités de logement? Est-ce que cela est acceptable? Qu'est-ce qui fait que ce gouvernement, sinon ces gouvernants, sont insensibles à la misère et à la condition du Congolais? C'est extrêmement grave. Maintenant, la vie chère, je ne ferai pas de commentaires. Les femmes qui vont souvent au marché, qui côtoient les situations, des prix, etc., reconnaissent la situation. La vie est devenue véritablement chère. Les prix galopent. Comment on fait si on ne peut même pas toucher son salaire, si on ne peut même pas toucher sa pension, si on ne peut même pas? Et pendant ce temps, à quoi assistons-nous? On assiste à la protection des responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Et vous les connaissez. Nous vous avons toujours dit que nous prenons du plaisir et que nous prendrons du plaisir à y revenir. Vous avez les 14 000 milliards d'excédents budgétaires. Vous avez le dossier du FIGA. Vous avez les différenciés des 6 milliards des bourses. Vous avez les 160 milliards qui ont été détournés au ministère de la Santé entre 2020 et 2022. Vous avez le problème des fonds qui ont été débloqués pour une route imaginaire de 135 ou 137 kilomètres. On a concédé le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, si vous avez les ministres qui ont failli, mais demandez leur départ auprès du président de la République. 5 minutes. Oui, monsieur le Président, s'il vous plaît. Je vous en prie, vous avez dit arrêter mes gueules, j'en ai qu'une seule, mais laissez-moi sur ça. C'est dramatique. Quelles sont les perspectives pour comment l'espoir que le président, on parle des accords avec le FMI, d'ici là, surtout qu'ils sont venus ici, ils sont venus nous ont ouvert une session budgétaire sans gouvernement, sans un peu d'approche. C'est une première dans l'histoire du Congo. Donc c'est ici, voici les mesures, voici ce qu'on va aboutir. Mais nous sommes venus très gentils, nous vous recevons avec 5 mois sans salaire. Nous vous recevons 5 mois sans salaire, derrière nous les attachés, les conseillers, jusqu'au bataillon qu'on gère dans les quartiers.
sérieux parce que nous devons, ici, le président a dit, il y a des grandes lignes et son gouvernement le met maintenant en pratique. Je vais sur le point, et ça c'est là où je prends la question qui est déposée, au ministre de la Maison du Territoire, oui. Je voulais vous entendre, monsieur le ministre, quand vous avez parlé du contrat sur l'entreprise de tonnage. Non, je voulais vous entendre que vous avez signé un contrat pour la maison des 135 km. Parce que comment vous avez fait une concession d'une route, monsieur le ministre, une concession de route, et qui n'existe même pas. Mais d'ici, oui. Mais la liste, elle est véritablement longue. Jusqu'à quand on va rester dans cette situation? Et la question essentielle, la question fondamentale, pourquoi ces gouvernants ont fait le choix de plonger les Congolais dans la misère et dans la souffrance? Et pourquoi veulent-ils tout mettre en œuvre pour maintenir les Congolais dans cette situation? Et nous avons souvent dit, nous vous avons souvent interpellé, vous les Congolais, en disant, nous vous avons souvent interpellé qu'il fallait que vous preniez le destin de votre pays entre vos mains. La situation est véritablement difficile. C'est pour ça qu'après avoir attiré votre attention sur cette situation que nous jugeons grave, nous vous disons, nous avons essayé de vous décrire la situation telle que nous la découvrons aujourd'hui. Et vous savez que tout est mis en œuvre pour le maintien et la conservation du pouvoir. Maintien et conservation du pouvoir, il faut que vous le sachiez, signifie misère et souffrance pour les Congolais. Vous connaissez les problèmes. Je ne reviendrai pas là-dessus, on aura l'occasion d'y revenir. Que ce soit au niveau des jeunes en termes d'emploi, que ce soit au niveau des travailleurs en termes de salaire, que ce soit au niveau des retraités. Et la question qu'on se pose, est-il normal qu'on cherche à demeurer éternellement au pouvoir en utilisant les manœuvres que nous on est en train d'utiliser dans un seul but, faire souffrir les Congolais? Je trouve que c'est véritablement dommage. C'est véritablement dommage. Et assez souvent, on nous a dit le programme qui s'exécute, c'est ensemble poursuivons la marche. Non. Ensemble poursuivons la marche vers la ruine du Congo. Mais c'est aux Congolais d'en prendre conscience. C'est aux Congolais de réaliser qu'il est temps que nous nous organisons pour que les choses changent, pour que les choses n'aillent pas dans le sens souhaité. J'ai suivi le discours du président de l'Assemblée à la clôture de la dernière session où il a présenté le président Denis Sassou Nguesso comme le candidat de la raison, le candidat de la paix, le candidat de la lumière, je dirais plutôt le candidat de la souffrance des Congolais. Donc c'est sûr, c'est mon chers téléspectateurs, que j'ai voulu attirer votre attention sur ce sujet que je trouve extrêmement important. Je sais qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de manœuvres qui sont en train d'être mises en œuvre, mais je demande aux Congolais d'être vigilants et de faire en sorte que nous allions vers une vision de changement et de rupture, et que la politique dans ce pays se fasse autrement qu'elle ne se fait aujourd'hui, et que la politique qui devra se faire dans ce pays soit une politique qui accorde une attention à la condition du Congolais, au bien-être du Congolais et au développement de notre pays. C'est sur ces mots que j'ai choisi de terminer cette émission en souhaitant que nous nous retrouvons la prochaine fois. J'ose espérer que nous aurons un bon thème que nous allons développer et nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention et vous donne rendez-vous, je pense, pour le samedi 26 avril 2025 et à bientôt.